Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Alors, bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast, un épisode spécial où on va accueillir Adrien Mathieu. Comment vas-tu, Adrien? Écoute, moi je vais très bien et toi? Moi, ça va très bien. Alors, avant de commencer ce podcast, ça sera un podcast spécial. Donc, on a déjà fait des épisodes spéciaux, exemple sur Haïti ou sur l'économie, ou même sur la guerre Russie-Ukraine. Mais là, je voulais parler un peu du football avec lui, sachant que ceux qui ont vu mon live avec Mylène Colmar, j'ai parlé des 5 podcasts que j'aimais écouter et celui d'Adrien en fait partie. Donc voilà, donc je vous conseille d'aller le découvrir. Donc c'est Football Formation FC, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà. Donc comme d'habitude, quand même, qui es-tu? Écoute, moi je m'appelle Adrien, j'ai 28 ans, je suis journaliste diplômé depuis 2016. J'ai travaillé dans différents médias, que ce soit du côté de chez moi, Sud-Ouest, au plus national France Football, un peu RMC, Gaulle. Et là, bon, durant le Covid, j'ai dû un peu arrêter l'activité de journaliste parce qu'il n'y avait pas forcément de travail. J'ai fait quelque chose de tout à fait différent. J'ai fait du journalisme scientifique, un peu dans la com pour toucher à autre chose. C'est durant ce moment-là que j'ai lancé le Formation FC. Et là, aujourd'hui, je suis donc avec mon projet de podcast Formation FC. Je suis aussi journaliste au Point. Je réalise aussi des podcasts pour l'équipe. Donc voilà, j'ai pas mal d'activités différentes. Ouais, non, mais totalement. De toute manière, on viendra sur chaque point au fur et à mesure de ce podcast. Mais rapidement, c'est quoi ton parcours professionnel? Alors, on a bien compris que tu es journaliste, mais pour arriver au journalisme, quel bac que tu as fait, quelle étude? Ouais, ça, il y a pas de problème pour le raconter, parce que c'est souvent une des voies que les jeunes aiment bien, je crois, de manière générale, et on ne sait pas trop comment y arriver. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de moyens différents d'y arriver. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, on va dire, reconnues par l'État, mais il y a plusieurs moyens différents, parce que tout simplement, il faut avoir une licence dans le cas où j'étais. Donc, tu peux avoir fait une licence de philo, d'anglais, d'histoire, de maths, de biologie. Si t'es bon, si tu passes les examens, l'oral et tout, t'es pris. Donc ça, c'est le moyen. Moi, dans mon cas, j'ai fait un bac ES juste à côté de chez moi à Bordeaux, dans la ville de Talence. Et puis j'ai fait du coup 3 années en histoire, pareil à la fac qui était pas si loin de chez moi, donc c'était plutôt pratique. 3 ans où ça s'est bien passé. Et puis j'ai passé les concours d'école de journalisme. J'ai été pris qu'à Bordeaux, donc voilà, le destin a voulu que je fasse tout mon parcours juste à côté à Bordeaux. Et voilà, là-bas, j'ai fait 2 ans qui étaient superbes parce que on touche à tout, hein. Ce qui est bien, c'est que même si tu as une spécialité, il y a un truc qui t'attire un peu plus, que ce soit la télé, l'écrit, la radio. Tu peux quand même te spécialiser un peu dans tout, même le web. Et moi, j'aimais bien toucher un petit peu à tout. Et j'ai pu faire des voyages journalistiques, hein. On travaillait, on faisait des reportages. Donc, je suis parti en Ukraine, je suis parti en Angleterre, en Allemagne. Donc, ça, c'était pareil, une très, très bonne expérience. Et puis, moi, en deuxième année, je me suis spécialisé plutôt vers la radio. Mais bon, il faut savoir aujourd'hui que la radio en France, c'est un secteur qui est extrêmement bouché, il y a très, très peu de place, quasiment jamais. Donc, très, très vite, moi, je me suis orienté vers le web, vers l'écrit, mais comme on va en discuter après, j'ai toujours aimé l'audio, la passion de la voix, et c'est pour ça que j'ai créé mon podcast. C'était pour revenir aussi à un premier amour, comme j'avais fait une spécialité radio à l'école. Non, mais tu peux continuer sur ta lancée. Ça, c'était ma prochaine question. Pourquoi avoir lancé le football, formation football club? Ouais, écoute, ça venait d'une forme d'envie quand j'étais à Gaulle, avant de partir pour licenciement économique, que j'avais cette envie de lancer un podcast. On avait discuté avec mon supérieur, et puis finalement, on était dans une petite boîte, faut toujours un peu rationaliser les choses. La priorité, c'est faire des chiffres, c'est faire des stats sur Google. Donc un podcast, ça prenait, c'était pas vraiment dans la ligne éditoriale du truc. Donc moi, j'ai gardé ce projet en tête.
à l'époque, déjà, j'écrivais sur les jeunes joueurs. J'avais une première rubrique qui s'appelait le carnet du scout, où chaque semaine, je présentais un jeune joueur. Donc, c'est là où vraiment j'ai mis le pied dans ce monde très intéressant, voilà, de la formation, des espoirs du football. Et mine de rien, c'est vrai que voilà, je suis parti de Gaulle au mois d'octobre 2019. J'ai pas retrouvé quelque chose immédiatement. Et puis je me suis dit, bon, bah ok, je peux être au chômage, je peux un peu attendre avant de rebondir. Je me suis dit, bah en fait, ce projet, j'ai vraiment envie de le lancer. Donc peu importe si j'ai pas de travail, je le lance de manière voilà, bénévole, moi tout seul, pour un peu voilà, avoir un projet qui m'habite tout au long de l'année, tout au long de la saison de foot. Et c'est vrai que ça a démarré voilà, du coup en février 2020, donc un peu de temps avant le confinement. Le confinement est arrivé et c'est vrai que bon, pour trouver les sujets, bah, les gens étaient plutôt intéressés. Franchement, pour démarcher les gens, ça n'a jamais été trop compliqué. Les clubs, les joueurs, c'est évidemment autre chose parce que bah, quand tu es un média indépendant, un tout jeune média, t'as pas on va dire, la portée de l'équipe de RMC, donc c'est beaucoup plus compliqué d'accrocher les gens. Mais quand même, tu vois, il y a certains clubs qui jouent le jeu, hein. Il y a Lyon, il y a Metz, il y a Toulouse. Il y en a certains qui vraiment aussi, je vais citer Brentford en Angleterre, qui a été très très sympa. Donc voilà, c'était venu de là un peu l'idée du Formation FC, c'était d'avoir ce projet au quotidien et puis réussir à l'animer, à trouver différents thèmes, différents invités, différents angles chaque semaine. Ouais, totalement. On parlera, enfin, en tout cas, je te poserai des questions sur ça, sur certains thèmes que tu as pu aborder, que je trouve d'une manière toujours super intéressante. Mais avant de rentrer dans le détail, pourquoi le lancer en podcast et pas forcément sur YouTube, sachant que podcast, ça fonctionne, mais on sait que les podcasts qui fonctionnent, c'est souvent sur des grandes chaînes. J'ai vu la dernière fois, je crois qu'ils ont 1 million d'écoutes, RMC, l'After. Après, j'ai vu qu'ils font beaucoup de petites capsules, donc je pense que ça aide aussi, les petites capsules de 5 minutes. Mais au-delà de ça, ça reste quand même énormément d'écoute. Mais quand on regarde même, tu sais, dans les classements de top 10, c'est souvent des grands médias, donc les grosses têtes, donc européens, etc. Donc, alors que YouTube, c'est ouvert, c'est beaucoup plus ouvert. On a vu beaucoup de jeunes chaînes de foot grandir, comme Talk My Football, Willow, bien sûr, qui est super connu. Donc voilà, ou même Bruce Granek avec son acolyte qui a lancé Hors-jeu, tout ça, le Winamax FC, le Club des 5. Donc pourquoi toi, tu t'es pas lancé aussi sur YouTube et pourquoi en podcast? Après, tu vois, il y avait des contraintes, je pense, un peu logistiques, comme j'étais tout seul. Et puis, à l'époque, chez moi, j'avais pas la fibre. Donc, pour aller plus vite, pour sortir des vidéos, du contenu, faire du truc de qualité, parce que oui, j'aurais pu, tu vois, parce que j'avais une caméra et tout. Mais je pense que le rendu aurait été moins bien. Mais maintenant, tu vois que maintenant, j'ai acquis un petit peu cette expérience. J'ai envie, oui, maintenant, avec tout ce matériel et enfin une bonne connexion, parce que c'est essentiel, d'aller plus loin. Et pourquoi pas du contenu YouTube. J'ai réfléchi pour la rentrée, pour un peu diversifier l'offre. C'est vrai que ça peut être très intéressant que je me mette dans la peau de quelqu'un qui présente voilà, mes coups de cœur, parce que forcément, bah, j'observe pas mal de matchs de jeunes. Moi, déjà, bah, je regarde énormément la Ligue 1 par mon club, les Girondins, mais aussi, voilà, je suis très curieux de la Ligue 1, de beaucoup d'autres championnats. Donc, voilà, je consomme pas mal de matchs. Et oui, ça peut être une bonne solution. Mais à l'époque, c'était vraiment une contrainte technique. Et finalement, le podcast, c'était aussi, tu vois, c'est bien parce que, alors, c'est pas du logiciel de montage vidéo, c'est, je pense, plus simple, mais ça reste du montage. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut accumuler, qu'il faut bien savoir faire, les courbes de niveau, les coupures, les génériques, tout ça. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut maîtriser. Et ça, pour le coup, c'est un bon entraînement régulier. Non, mais j'imagine. La question que je me pose, comment tu fais pour choisir les thèmes à aborder, club, pays, ou même te dire, ah, vas-y, je vais faire un épisode avec un éducateur? Bah écoute, j'essaye de me projeter au moins 2 mois, quand j'ai pas trop le temps, c'est un mois à l'avance, vraiment d'avoir mes sujets, ma grille de sujets pour essayer de sortir un épisode de manière régulière. Donc je me pose, je réfléchis. Et finalement, bah, les éducateurs, c'est vrai qu'il y a une immense communauté d'entraîneurs de jeunes qui est présente sur Twitter. Et tous, ça c'est la richesse, hein, c'est que quand je me suis lancé dans Formation FC, je me suis dit, bon, est-ce que en parlant de jeunes, je vais pas finalement réussir à faire le tour de la question? Est-ce que je vais pas faire boucler la boucle, parce que bon, on se dit que c'est un thème, mais bon, est-ce qu'on peut pas aller au bout de ça? Et finalement, en fait, je me rends compte qu'il y a toujours des choses à dire, parce que bah, forcément, il y a toujours des jeunes joueurs qui sortent
d'un peu partout. Et par rapport aux éducateurs, ce qui est très intéressant, c'est que même s'ils font la même chose, ils n'ont pas tous les mêmes idées, ils n'ont pas tous la même approche, les mêmes ambitions tactiques, le même discours, les mêmes influences. Donc en fait, chaque entretien avec un éducateur est totalement différent du précédent. Et ça, je trouve que c'est riche, quoi. C'est que vraiment, chaque éducateur ne ressemble pas à un autre. Ils ont tous leur manière de faire. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que justement, bah, on peut s'en inspirer, on peut dire, tiens, lui, il fait ça, c'est quand même pas mal. Donc je peux piocher ça. Et puis, je me suis aussi rendu compte que quand on fait des épisodes vraiment thématiques sur des pays, bah, ça intéresse aussi les gens, hein, tu vois, mine de rien, de voyager, de voir comment on fait la formation ailleurs. Je me souviens des premiers épisodes, ça a été sur la formation au Japon. Il avait très très bien marché, vraiment, j'avais eu des bons retours et tout, donc je m'étais dit, bah écoute, on va continuer dans ce sens, hein. J'ai fait depuis quelque chose sur l'Uruguay, sur l'Irlande, Le sur la Canada? Belgique. Sur le États-Unis, Canada, ouais, franchement, on est allé assez loin. Donc, c'est vrai que c'est encourageant de se dire, bah, en fait, les gens, ils sont curieux. Ils ont envie de découvrir. Et quand on les emmène dans des pays où on se dit, bon, bah, c'est pas forcément un gros pays de foot, bah, quand même, ça marche. Il y a des bons retours. Et du coup, moi, ça m'encourage justement à aller faire découvrir d'autres types de football. Euh, le... D'ailleurs, pendant que tu parles de ça, après avoir parlé de la formation et de plusieurs pays ou de clubs, toi personnellement, lequel te paraît le mieux pour un jeune? Soit le pays ou soit le club? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs pays, clubs, enfin, il y a des références, quoi qu'il Non, arrive, totalement, mais c'est pour ça que ça, c'est plus une question un peu coup de cœur. Simplement, toi, si toi, si toi, exemple, tu as un enfant demain et tu devrais choisir par rapport à tes connaissances d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup la méthode de l'Ajax aux Pays-Bas et de Lyon en France. Il y a d'autres clubs que je trouve très intéressants dans leur approche aujourd'hui, comme Lorient et Toulouse en France. C'est vrai que c'est des équipes qui ont vraiment repensé leur manière de former, qui ne se sont pas dit, en fait, on va attendre, tu vois, que ça vienne de là-haut, de la fédération. Nous, on va prendre vraiment le problème chez nous. On va imposer notre méthodologie, nos idées. Et au final, ça donne quelque chose de très intéressant. On voit l'OL, ils sortent très, très régulièrement de très, très bons jeunes joueurs. Et ils ont des éducateurs vraiment avec des discours pertinents qui ont envie, je pense que quand tu es un gamin que tu écoutes, tu as envie déjà, tu as le prestige de porter le maillot, mais en plus, quand tu es accompagné comme ça, c'est un luxe. Donc, ouais, et puis, globalement, dans certains pays, bah, c'est vrai qu'il y a l'école espagnole, il y a l'école allemande, l'Allemagne a fait des énormes progrès, et il y a des pays qui sont toujours très intéressants parce que c'est des tout petits pays, mais ils arrivent à très, très bien fonctionner. Je pense à l'Uruguay qui intègre le football dans son parcours éducatif, hein, l'éducation nationale. On fait très régulièrement jouer des matchs aux gamins. Donc, je trouve ça très intéressant aussi, cette passerelle entre forcément l'éducation nationale et le côté vraiment sportif. Et là, pour le coup, je trouve que l'Uruguay, c'est un beau modèle. Ouais. Euh, pour toi, quel club aujourd'hui a toujours une vraie tradition dans la formation? Tu en as parlé un peu, mais j'y pensais. Exemple, dans l'épisode où tu parles de la formation de l'Ajax d'Amsterdam, on apprend qu'ils font du foot de temps en temps sur le bitume pour apprendre aux joueurs à ne pas tacler, enfin à défendre sans tacler, parce que sinon ça fait mal. Donc, pour toi, quel club continue à avoir cette tradition au-delà de Lyon ou ce genre de club? Ouais, non, c'est vrai que l'Ajax, par cette espèce d'ancienneté, de préceptes toujours respectés de Rinus Michel et de Johan Cruyff qui perdurent dans le temps, qui met l'accent sur la technique, sur l'intelligence de jeu, sur le physique, sur la vitesse d'exécution. Vraiment, on sent que ça peut être des fois un peu un défaut, mais on crée des robots, vraiment, on répète les gammes. Et en plus, bah, tu vois, on fait entraîner les gamins sur du bitume pour leur apprendre à ne pas tacler, à défendre debout. Enfin, des trucs qui sont assez qui à l'époque, je pense, était assez révolutionnaire, assez prononcé, différent. Et c'est vrai que l'école de l'Ajax a toujours réussi cette belle spécificité, même si je trouve que tu vois, il y a d'autres équipes qui ont très très bien progressé dans la formation. Je trouve que les clubs anglais ont vraiment passé un cap ces derniers temps parce que il y a eu des beaux footballeurs, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de kick and rush, de la dimension physique, on sentait qu'elle était prononcée. Et aujourd'hui, je trouve que le jeune joueur anglais qui sort de la formation, bah, il a une super vision de jeu, il est technique, il est élégant. Je pense notamment à un Phil Foden, à un Emile Smith-Rowe. Donc, il y a beaucoup d'équipes de pays qui ont su faire leur évolution. En France, on a un tel vivier fabuleux, mais vraiment c'est un truc de dingue, vraiment en Île-de-France, dans la région lyonnaise, même en Bretagne, en PACA, que peut-être qu'on a un peu moins envie
de faire cette révolution-là, de bousculer les codes établis. Je pense notamment au diplôme des entraîneurs, à certaines choses, à l'accès au monde pro réservé à des amateurs qui pourtant ont prouvé. Je pense qu'il y a toujours un peu ce souci de méritocratie dans le football français de jeunes. C'est dommage. Mais voilà, c'est vrai on a tellement un vivier de malade mental que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie de bousculer ça, quoi. C'est intéressant, c'était pas prévu comme question, mais tu en parles et je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, tu en as parlé d'un épisode où est-ce que l'exemple Nagelsmann serait possible en France? Et c'était clairement non, parce que c'est vrai que les diplômes, ça coûte hyper cher et que c'est hyper fermé, quoi. Donc, je suis assez d'accord que c'est vraiment dommage alors que ça reste quand même un très bon entraîneur. Non, clairement, la question de est-ce qu'on aura un Nagelsmann en France, je pense que c'est pas de sitôt. On a des entraîneurs, on a des jeunes entraîneurs intéressants qui ont des bons résultats, qui travaillent bien, mais on n'est pas encore prêt, tu vois, parce que même Julien Stéphan qui fait de bonnes choses à Strasbourg, enfin, c'est le fils de l'adjoint Didier Deschamps, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est arrivé de nulle part. Donc, je pense que pour l'instant, on pourra pas l'avoir. Et oui, après, il y a des jeunes entraîneurs. J'ai notamment reçu Alexandre Torres du Stade Bordelais, qui a un discours très intéressant. J'espère que lui il réussira parce que je pense il peut apporter aussi quelque chose de différent. Mais c'est vrai que tu vois, l'accès au diplôme, avoir joué un certain nombre de matchs, être international et tout, c'est hyper restrictif. Et forcément, tu te retrouves avec quasiment le même cercle d'anciens joueurs. Et c'est dommage parce que je pense que je suis pas pour l'ouverture totale. Je veux pas que du jour au lendemain, on remplace les 20 entraîneurs de Ligue 1 par 20 entraîneurs jeunes qui ont prouvé, qui ont fait des bonnes choses en U19, en National 2, parce que évidemment, c'est un tout autre monde. Mais je suis pour quand même un peu plus d'ouverture, laisser la chance à ces profils différents. Ouais, non, mais j'imagine parce que on a l'exemple avec tout le monde parle de Rangnick qui est à Manchester United, qui a pu découvrir ben, Tourelle. Klopp, il a découvert aussi notre entraîneur allemand super connu, j'oublie. Rangnick, peut-être. Non, mais c'est Rangnick qui a découvert. Non, c'est celui que je parlais. C'est Rangnick, quand il était au Hoffenheim, il a pu découvrir Klopp. Klopp et Tourelle, j'oublie c'est qui le troisième, mais c'est parce que eux on leur a donné leur chance, quoi. Eux, on leur a donné leur chance et je suis assez d'accord avec toi que tout le monde ne peut pas faire comme Offenheim a donné la chance à un jeune entraîneur, mais par contre, ben, on peut quand même trouver le moyen. D'ailleurs, Willow avait donné cet exemple aussi du gars qui faisait de la data et qui avait travaillé aussi dans le football allemand parce qu'il était hyper intéressé par ça, quoi. Donc voilà. Tes invités et toi, vous êtes toujours hyper bienveillant envers les jeunes. Pourquoi tu fais. Est-ce que tu choisis déjà tes invités en fonction de ça? Et est-ce que toi, tu fais toujours en sorte que tes podcasts soient bienveillants avant tout? Ouais, parce qu'on essaie de pas se prétendre, on essaie de pas dire on a la science exacte, on connaît tout sur le monde des jeunes, c'est impossible. Clairement, enfin, on peut pas observer tous les matchs, on peut pas observer tous les jeunes. Donc moi, je donne juste mon micro, cette opportunité à ceux qui observent le plus régulièrement de pouvoir passer de leur avis. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, un jeune joueur, il y a que deux exemples aujourd'hui, tu vois, qui sortent vraiment du lot, des jeunes qui ont tout fracassé, c'est Mbappé et Haaland. Sinon, tous les autres jeunes, je pense, ils sont passés vraiment par des phases de creux, ils n'ont pas réussi à enchaîner. Et c'était aussi l'objectif en faisant ce podcast, c'est comprendre que la formation, c'est un processus long. Il faut avoir beaucoup de patience. C'est que tous les jeunes ne sont pas Mbappé, tous ne vont pas casser la baraque au bout de leur 10e, 15e match en pro, que ça prend du temps. Et forcément, j'ai envie de dire, c'est l'objectif, c'est de faire comprendre au public que voilà, un jeune joueur, faut être patient avec lui, il peut faire des erreurs. Et justement, je trouve que c'est bien dans la plupart des discours d'éducateurs que je reçois, c'est qu'ils encouragent justement la prise d'initiative, le risque. On fait une erreur en formation, c'est pas grave. Et d'ailleurs, Mathieu Bodmer l'a dit chez les camarades de la causerie, hein. Quand tu arrives dans une académie, il y a marqué centre de formation, pas centre de résultats. Les résultats, bien sûr, les coupes, tu vois, quand l'OL remporte la Gambardella, c'est génial parce que c'est le triomphe d'une génération et ils en sont là toute leur vie. Mais la formation, tu apprends. Tu es là pour apprendre et faut pas brusquer ces étapes, je trouve. Ouais, non, mais je suis d'accord. En plus, ça allait être ma prochaine question, plus précisément. Est-ce que les joueurs comme Mbappé ou Messi, quand ils étaient plus jeunes à son époque, est-ce qu'ils ne sont pas de mauvais exemples dans le sens où les supporters pensent souvent que ben, tous les jeunes joueurs sont des cracks comme eux? Pourquoi je dis ça? Parce que, exemple, moi, je suis fan d'Arsenal. En plus, tu as parlé d'un joueur que j'aime énormément, Aimé Smith-Rowe, et qui est ESR, où il y a même Saka aujourd'hui. Rhys Nelson, qu'on voit qui fait une très bonne saison à Feyenoord actuellement. Nketiah, qui est la révélation depuis Chelsea, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il enchaîne les buts, alors que bon, voilà, on ne voyait pas forcément d'espoir chez lui. Mais ce que je veux dire, c'est que
Et tu vois, moi qui suis en plus dans l'association Arsenal French Club, ben, il y a ce truc où parfois les supporters, ils sont durs avec l'équipe. Et je pense qu'ils oublient que parfois, ben, c'est déjà la plus jeune équipe actuellement qui joue en moyenne d'âge en Première Ligue. Et ils oublient souvent aussi que ben, Saka, il a 19 ans, quoi. Saka, il a 19 ans. Smith Rowe, il a à peine 20-21. Martinelli, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur le fait, est-ce que Mbappé, le fait qu'il, ou tu as parlé d'Haaland, c'est un bel exemple, même Foden, est-ce que ces exemples-là ne sont pas de mauvais exemples dans le sens où ben, on calque le résultat actuel sur tous les jeunes qui n'arrivent pas forcément à suivre cette cadence-là. Ouais, totalement. Je pense qu'il faut les prendre comme des cas à part, des étoiles filantes, des superstars, des choses qu'on voit très rarement, des phénomènes. Et forcément, enfin, avoir une telle trajectoire, 1 an et demi après match en pro, devenir titulaire en équipe de France, gagner la Coupe du Monde, marquer les esprits en Ligue des Champions, c'est tellement rare que voilà, je pense qu'il faut pas se calquer là-dessus. Et dès qu'un jeune sort, voilà, faut l'accompagner. La post-formation, c'est de la patience aussi. Hein. C'est pouvoir lancer le jeune au bon moment, lui faire vraiment confiance. Moi, je cite très souvent l'exemple dans les podcasts et même ailleurs, l'exemple d'Aurélien Tchouaméni. Hein. Aurélien Tchouaméni, quand il démarre à Bordeaux, le contexte n'était pas évident. Il connaît en l'espace d'un an trois entraîneurs différents. Il se blesse. Donc forcément, on voit le potentiel, mais c'est vrai que peut-être sur le terrain, on se dit, il donne pas la pleine mesure de ce qu'il sait faire. Bah oui, parce que l'épanouissement, il pouvait pas le faire à ce moment-là. Et on l'a vu à Monaco, quand Niko Kovac est arrivé, qu'il l'a stabilisé, qu'il lui a donné une responsabilité dans un milieu à deux, tout de suite, il a pris son envol. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est que un jeune joueur qui est chaud aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il est bidon. Peut-être qu'il faut tout simplement un autre entraîneur, un autre club, une autre forme de pression pour bien démarrer. Donc voilà, il y a eu la formation, c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte moi-même, hein, dans certains jugements peut-être hâtifs, que c'était pas quelque chose d'acquis, que voilà, il fallait être, je pense que c'est le mot d'ordre, hein, c'est clairement de la patience. Faut laisser aux jeunes, aux entraîneurs, cette possibilité voilà, de les intégrer dans un processus un peu plus long que prévu. Et voilà, comme tu l'as dit, hein, Mbappé, c'est tellement à part que voilà, on a beaucoup de talent en France, mais ça ne veut pas dire que tous les joueurs qui sont talentueux sont dans la capacité de Mbappé à réussir immédiatement au haut niveau. Mais tu sais, moi, je m'inclus quand même un peu dedans parce que je vais être sincère avec toi. J'étais très mécontent le fait qu'Arteta ne fasse pas jouer Saliba et achète Ben White. Bon, finalement, il a eu raison parce qu'il a prêté Saliba une demi-saison à Nice, ça s'est très bien passé. Là, la saison à Marseille, ça se passe tellement bien qu'il a même été appelé en équipe de France. Donc là, il vient revenir à Arsenal avec beaucoup plus de coffre, une vraie saison dans les jambes. Et là, normalement, si tout se passe bien par rapport à où on fait, moment on fait le podcast, Arsenal est toujours en course pour la Ligue des Champions. Donc, on espère qu'ils ne vont pas s'écrouler, donc qu'ils vont y réussir. Donc, il y aura beaucoup plus de matchs la saison prochaine, donc ils pourront tourner. Donc, voilà, mais c'est vrai qu'il faut du temps, quoi. Donc c'est vrai, et parfois, il faut simplement donner un processus. Toujours dans la continuité de cette question, euh, pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes sont pressés de quitter leur club formateur en pensant qu'ils vont tout casser et finalement ça finit souvent en flop? Je peux prendre un exemple, plusieurs exemples. L'exemple de, vous en avez parlé, même si le contexte est très difficile pour lui, mais Adila Oshish, on a parlé aussi, vous avez aussi parlé du défenseur du PSG qui est allé au Bayern, euh, euh, Tanguy, Tanguy Kouassi. Tanguy Kouassi. Oh là là, Tanguy Kouassi. Et j'avais d'autres exemples dans la tête. Mais voilà, mais tout ce genre d'exemples qui, est-ce que, enfin, pourquoi aujourd'hui ces jeunes-là sont aussi pressés de partir alors que parfois il faut simplement attendre, quoi. Ouais, je pense qu'il y a d'une part l'entourage, il y a la part un peu du gain, il faut parler honnêtement. Je pense qu'il y a une possibilité de décrocher une belle prima signature, une belle commission, même si le gamin n'est pas prêt, certains vont sauter sur l'occasion. Et tu as cité deux bons exemples en plus, deux jeunes Parisiens. Kouassi, je pense que c'est celui qui a le plus de regrets parce que vraiment, Tourelle l'avait bien intégré dans la rotation. C'était un tout jeune joueur, il avait déjà joué, je crois, 15-20 matchs, donc il comptait sur lui. C'était un peu le plus surprenant. Après, bon, moi je pense qu'il faut pas accabler le jeune joueur. Enfin, il y a eu un choix. Il va apprendre du côté du Bayern. Là, il va faire sa deuxième saison. La saison d'après, enfin là cet été, je pense qu'il va partir en prêt pour enfin redécoller. Faut pas lui en vouloir. Je vois qu'à chaque fois qu'il y a des stats de match qui ressortent, tous les supporters ils tombent dessus.
ça reste un gamin. Enfin, je pense que c'est pas lui seul qui a pris la décision. Et voilà, faut plus se poser les bonnes questions sur l'entourage, je pense, sur les intermédiaires. Aouchiche, c'est vrai que pareil, dans le côté, comment dire ça, précipité, il y a, je pense, le faire basculer directement d'un statut de jeune espoir du PSG à celui de joueur confirmé de Ligue 1 par son salaire, parce que même la prime à signature, on est sur des chiffres assez délirants à l'époque pour un gamin de 17-18 ans. Et derrière, oui, c'est difficile de le récupérer, c'est difficile hein, de pouvoir compter sur la durée. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire attention. Et je crois de plus en plus de clubs hein, coachent leurs jeunes, leur disent finalement comment essayer de prendre la meilleure décision possible. Voilà, on sait qu'on est dans un monde où il y a des agents, des requins, des personnes qui veulent pas en profiter, même au sein des cercles familiaux. Hein. Au sein de la famille, des fois, tu as des gens avec des intentions malveillantes. Donc, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, beaucoup d'anticipation auprès de ces jeunes joueurs parce que ça reste pour beaucoup, des fois, des grands adolescents et prendre une décision aussi mature, aussi importante pour certains, tout seul, en ayant tous les éléments en tête, c'est pas du tout évident. Ouais, non, mais je te rejoins. Je vais reprendre. Je suis désolé, je suis fan d'Arsenal, donc je vais prendre un autre exemple de joueur d'Arsenal. Mais Emiliano Martinez, qui est resté longtemps à peine troisième gardien. Bertheleno se blesse la saison dernière. Donc, ouais, la saison dernière. Donc, il joue énormément. Finalement, il gagne la Copa América. Il est sélectionné dans l'équipe d'Argentine, il gagne la Copa América, il fait une très bonne séance de penalty. Il est acheté par Aston Villa et on voit qu'aujourd'hui, il est titulaire, quoi. Donc, à 26 ans. Donc, bon, bien sûr, tout le monde n'est pas obligé d'attendre jusqu'à 26 ans, mais c'est vrai que ben, lui, il a su attendre sa chance et aujourd'hui, c'est un gardien confirmé de Première Ligue, quoi. Euh, Tu as fait un épisode avec un agent de joueur, et pourquoi, d'après toi, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas d'agents? Est-ce que l'exemple Anelka, qui a inclus le fait que la famille soit des agents, en tout cas s'occupe des affaires, ben, est-ce que pour toi, c'est un Anelka qui a commencé à émettre ça dans la tête des gens? Il y a plein d'exemples. On voit Rabiot aujourd'hui. La mère d'Mbappé, c'est l'exemple qui s'occupe de ses affaires ou de ses finances. Donc, voilà. Comment toi, tu vois ça? Ouais, je pense que quand tu parles d'Anelka, tu parles de la genèse de quelque chose d'assez intéressant dans la place du joueur, dans la décision qu'il peut prendre et dans finalement le poids qu'il peut avoir, l'impact quand on voit à chaque fois ces transferts Arsenal, le Real, Liverpool, le retour à Paris. C'est l'un des premiers ouais, jeunes qui a fait basculer ça dans une dimension superstar parce qu'il y a eu dans presque la même époque, il y avait Ronaldo R9, mais lui, tu vois, c'était un peu plus lisse, tu vois, mine de rien. Enfin, Ronaldo, il fait en l'espace de quelques années Real Barça et Inter Milan. Il y a eu quelques critiques, mais tu vois, on n'a pas retenu ça comme le traître. Tu vois, c'était beaucoup plus lisse, alors qu'Anelka, tu vois, c'était avec des remous. Et je pense que oui, ça a déclenché quelque chose. Je pense que les joueurs se rendent compte aujourd'hui que même si les clubs sont immensément riches, c'est qu'ils ont le pouvoir, mine de rien. Ils ont le pouvoir d'infléchir sur leurs décisions. On peut le voir pour beaucoup de cas. Hein. La fin de contrat de Mbappé, la fin de contrat de Camara du côté de l'OM. On se rend compte que quand même, quand le joueur a cette décision qui lui revient, mine de rien, c'est lui le patron, quoi. Donc, c'est quelque chose que les clubs craignent, je pense, beaucoup. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut réussir à anticiper ça. Et forcément, c'est là le plus gros travail à effectuer. Et je pense que dans le discours des jeunes joueurs, ouais, quand c'était avec Karim Jaziri, qui a été l'agent de Karim Benzema, il y avait un discours qui était intéressant où c'était vraiment moi je suis vraiment agent professionnel assermenté, j'ai le titre et tout, et en fait comme c'est mon rôle, entre guillemets je suis le seul maître à bord, c'est-à-dire que le joueur il me fait confiance, mais tout ce qui est entourage, intermédiaire, famille, tout ça, il dit non on se sépare, quoi. C'est-à-dire la famille elle est là pour avoir son rôle vraiment de supporter, de fan, de personnes qui encouragent. Moi je suis là pour vraiment diriger la carrière, prendre les meilleures décisions. Et on l'a vu que finalement, ce conflit d'intérêts entre famille, agents, avec Véronique Rabiot, ça s'est retrouvé. Avec Wilfried Mbappé, peut-être que ça va le faire aussi. Mais Véronique Rabiot, c'est le bon exemple que des fois, quand tu as ce mélange vraiment de l'amour familial et des intérêts sportifs, des intérêts d'agents, ça peut être un choc. Et franchement, ça peut porter préjudice aux joueurs. Ouais. Mais c'est le cas aussi avec Neymar, je veux même oublier Neymar avec son papa, ou Oui, bien même sûr. Messi aussi avec son père. Alors que toute la différence, exemple, avec un Ronaldo, qui lui a eu, comment ça, c'est pas Mino, d'ailleurs, qui vient de mourir, c'est Jorge Mendes. Donc, donc voilà quoi.
Une question comme ça. Aujourd'hui, il y a pas mal de scandales dans le foot, surtout avec l'apport des réseaux sociaux ou même de journalistes comme Romain Molina. Est-ce que les jeunes footballeurs aujourd'hui sont moins disciplinés ou simplement à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on ne voyait pas? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, ouais, ouais, peut-être. Je pense que ça peut être le cas. Je pense que les jeunes joueurs ont fait des conneries à tout âge et que c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que ça se voit plus les bêtises sur les réseaux parce que c'est pas forcément maîtrisé. On a un pote qui est pas toujours bienveillant ou qui est un peu maladroit qui va publier ça et forcément le jeune va se rebrouiller. Mais je pense que ça a toujours, tu vois, ça a toujours existé cette forme voilà de petites bêtises. Donc moi, je suis pas surpris. Je pense qu'il faut pas les accabler, faut les accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, enfin, il y a beaucoup, je crois que tous les clubs pro en France, dans leur formation, dispensent des cours de communication, de prévention sur les réseaux sociaux, parce que ouais, aujourd'hui, ça peut défaire une carrière. Donc voilà, je pense qu'ils vous essayent tous de faire extrêmement gaffe. Mais voilà, comme je t'ai dit, ça reste des grands adolescents et forcément, bah, il y a toujours des petits manquements de manière régulière, parce que ouais, j'ai l'impression que il y a une petite bêtise qui sort de temps en temps, mais je pense que ouais, comme tu as dit à l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas cette puissance de l'image, de la diffusion instantanée, qui font que certains sont passés entre les mailles du filet. Ouais, non, mais tu sais, je pense bien sûr tout de suite à ce qui s'est passé dernièrement à Kurt Zuma. Euh, voilà, qui a perdu son contrat, fait, qui a payé une grosse amende, qui a perdu son contrat avec son sponsor, voilà, qui a eu énormément de problèmes avec une vidéo. En peu de temps, sa carrière a pris un tournant où ben, il n'est pas tout de suite sélectionné en équipe de France. Alors, on verra si Didier Deschamps lui pardonne, mais en tout cas, ça allait très, très loin à cause d'une vidéo sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, voilà. Euh, Tu sais, tu as réussi à parler de la cause, enfin, des causes de la guerre en Ukraine, tout en restant dans ton domaine de foot. Alors, moi, je précise parce que moi, j'aime ça. C'est-à-dire que ça, c'est un avis personnel, mais j'aime les gens quand ils parlent d'un sujet et que j'écoute ce sujet, ils continuent à me parler de ce sujet-là. Tu vois, ça veut dire que toi, tu parles de foot. Si j'écoute ton podcast, c'est pour parler de foot. Donc, quand tu m'as parlé, quand j'ai vu Russie, et enfin, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, tu es toujours resté dans le domaine. Donc, est-ce que pour toi, c'était quand même important de parler de la cause de la guerre actuelle en Ukraine voilà. Ouais, parce que moi, je fais partie de ces gens qui pensent que le football est politique, le football est dans la société. Quand on voit la passion, les histoires qui sont passées dans de nombreux pays, en Argentine, en Italie, en Espagne, voilà, ça, c'est quelque chose qui a accompagné, quoi qu'il arrive, les sociétés modernes, contemporaines, et on peut pas passer à côté. Et forcément, quand tu as la guerre en Ukraine, bah oui, oui, on a relativisé avec mon invité, hein. Franchement, on s'était dit que c'était pas l'objectif, c'est dire, franchement, au championnat qui s'arrête, les joueurs sont un peu dans l'incertitude et tout. Non, c'était vraiment comprendre comment ça se passe au quotidien, la logistique, comment est-ce que finalement des footballeurs peuvent en être là à être exilés alors qu'ils sont très bien payés, ils sont dans un certain confort entre guillemets par rapport au reste du pays. Donc c'était ça aussi qui était important de comprendre. Et puis forcément, bah, en Ukraine, où les hommes à partir de 18 ans sont obligés de rester au pays, bah là on s'est rendu compte qu'en fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient encore restés sur place et certains qui sont partis à la guerre, qui l'ont affiché sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'était important de montrer que voilà, le football s'arrête, il y a une implication qui est tout autre que le terrain pour certains. Et voilà, en plus, bah, là, on a vu la news comme quoi c'est bon, l'Ukraine va disputer son barrage, son pré-barrage pour la Coupe du Monde, donc ça va arriver vite. Donc voilà, je pense que moi, le football, comme je te dis, même quand je reçois des invités, par exemple, récemment, j'ai reçu un directeur d'académie en Guinée. En Guinée, il y a pas si longtemps que ça, il y a eu un coup d'État. Et tu vois, moi, je lui ai posé la question parce que forcément, bah, lui, il est directeur d'une académie où il fait des trucs sur le long terme. Et là, du jour au lendemain, il y a un truc qui se passe dans son pays qui peut tout faire basculer parce que tout peut s'arrêter pour lui. Le projet, parce qu'en plus, il m'a dit que c'était un beau projet, c'était un peu le projet qu'il habitait. Tu vois, en l'espace d'une journée, tout peut s'arrêter. Donc forcément, c'est intéressant de savoir comment lui, il a ressenti ça. Non, mais c'est super intéressant. Non, mais moi, je voulais surtout préciser que moi, j'adore, parce qu'il n'y a pas le côté moralisateur. Tu vois, c'est surtout à ce niveau. Parce que je trouve que trop souvent, dès que quelqu'un a une communauté, elle se permet de parler de sujets qu'elle ne maîtrise pas forcément. Tu vois, et souvent, ça me dérange un peu. Donc, moi, j'ai aimé en tout cas le côté où ça reste dans le domaine du foot, de la formation, et que tu parles de ce que tu sais, quoi.
Rien à voir, quelque chose de beaucoup plus léger, on en revient. Euh, Tu suis beaucoup la Youth League. D'ailleurs, tu as fait un épisode dessus dernièrement, je crois, il y a une semaine ou deux. Est-ce que pour toi, c'est une compétition qui intéresse les amoureux de foot et surtout les supporters? Moi, de mon côté, j'ai un peu mon avis parce que je vois qu'exemple, beaucoup de supporters d'Arsenal ne connaissent pas très bien les jeunes d'Arsenal. Et est-ce que pour toi, ça les intéresse vraiment? Même ceux dont les clubs participent, bien sûr. Je pense que les clubs concernés, il y a toujours des bonnes bases de supporters qui vont y jeter un coup d'œil. Vraiment, je l'ai vu avec Benfica où il y a eu un vrai bel engouement parce que, mine de rien, Benfica, il y a une histoire de malédiction européenne et ça faisait un petit moment qu'ils tournaient autour de cette Youth League après 3 finales perdues. Donc, ils ont été acclamés, reçus en héros au retour. Donc, vraiment, pour un match de jeunes, pour une équipe de jeunes, c'était assez formidable. Le PSG, parce que c'est le PSG et qu'il y a toujours ces fameux titis parisiens qui suscitent de l'intérêt. Et après, oui, je pense que c'est pas encore une compétition qui passionne les gens parce qu'on sait que ça reste des jeunes joueurs ou peut-être qu'il va y avoir un peu de déchets techniques, que tout va pas être parfait. On préfère se concentrer sur les pros. Mais je pense que c'est une compétition qui recèle de beaucoup d'histoires, beaucoup de choses intéressantes sur l'observation, sur les prémices de la tactique, parce que finalement, quand tu es un entraîneur de jeunes, tu as cette chance, hein, c'est que tu as une très très belle liberté, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux modeler ton équipe, et ça, pour le coup, je pense qu'il y a pas mal d'entraîneurs de jeunes, quand ils passent dans cette catégorie-là, ils s'éclatent, quoi. On peut le voir avec Zoumana Kamara, qui n'était pas annoncé comme l'entraîneur un peu prédestiné à porter le PSG, et finalement, il fait une bonne saison, son équipe, elle a de la gueule en Youth League, et moi, je trouve que c'est intéressant, hein. Il y en a eu d'autres, hein. Je crois que Nagelsmann a fait les U19 d'Offenheim. Je crois que Marco Rose était avec Salzbourg. Voilà, c'est vraiment une compétition qui est très intéressante justement pour cet aspect prémisse tactique, pardon. Et pour le coup, à observer, bah, c'est intéressant parce que là, tu vois des attitudes, tu vois des personnalités, tu vois de la tension, tu vois un peu des joueurs, un peu, c'est une phase avant la Ligue des Champions, avant dans tout ce qu'elle peut représenter, parce que c'est des matchs couperés. C'est quand même, voilà, je pense que il y a aussi du prestige pour ces jeunes de se dire, on a remporté la Coupe d'Europe chez nous. Et puis forcément, bah, c'est aussi la fin d'une aventure, je pense, pour eux, parce que la plupart ont fait aventure ensemble avec tous leurs coéquipiers depuis plus de 5-6 ans, même d'autres pendant 10 ans. Et forcément, quand tu arrives au bout de cette aventure, je crois que par exemple, Chelsea, avec Mason Mount et Reece James, quand ils la remportent, les deux gamins, ils se connaissent depuis 10 ans. Donc c'est aussi le moyen, tu vois, de terminer l'aventure jeune de la plus belle des manières. Ouais, non, mais ouais, non, je suis totalement d'accord. Après, c'est vrai que moi, j'ai des supporters parisiens autour de moi. Et malheureusement, il y en a pas qui me parlent de, de la Youth League. Je trouve ça un peu dommage parce que ben, Xavi Simone, on a vu que en termes de faux neuf, c'était assez intéressant de le voir. Et je suis assez d'accord que Camara, il fait un travail, il fait un très bon travail en tout cas en tant qu'entraîneur pour les jeunes. Euh, Tu sais, je me posais la question parce qu'aujourd'hui, beaucoup de stages de U9, est-ce qu'aujourd'hui, on ne met pas trop de pression sur les enfants? Est-ce que demain, on ne fera pas des stages femmes enceintes ou U2 pour voir si des bébés, tu vois, ils commencent déjà à dribbler, est-ce que c'est pas le futur Mbappé? Donc, voilà. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y Non, a trop de pression ouais. chez les jeunes aujourd'hui et qu'on ne laisse pas assez un enfant s'amuser? Ouais, tu as précisé tout à l'heure que formation, c'est formation, mais formation encore, c'est quand, allez, on est déjà en U14, tu vois, on est déjà un préadolescent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de stage trop jeune? Est-ce qu'on ne met pas trop de pression sur les gamins? Non, non, totalement, tu as raison de le dire. En plus, il y avait eu à l'époque, toi tu supportes Arsenal, mais Arsène Wenger, quand il recrutait beaucoup de jeunes joueurs, on s'était dit, mais est-ce qu'il va pas finir par les prendre à la naissance au Lando parce que c'était quelque chose de très précoce. Ouais, il y a un danger. Là, clairement, je ressens un danger. Je pense qu'il y a des gens qui veulent profiter de ça, de ce truc un peu malsain, de se dire, bah, finalement, si ton gamin il perce pro, c'est un peu la poule aux œufs d'or. Il peut mettre la famille à l'abri, comme on dit, et forcément, c'est quelque chose qui fait miroiter pas mal de gens. Du coup, je pense que ouais, il y a le Parisien qui a sorti un article sur des cours privés avec des choses assez délirantes sur justement des entraînements de force, de tests physiques qui sont normalement réservés aux pros et qu'on fait ça à des gamins de 12-13 ans. C'est le truc avec les parachutes là, qui est dans ton dos. Ça, ils ont Ah, dit, ok. enfin, les spécialistes ont dit, mais non, mais surtout pas ça à des tout jeunes ados. Donc, il y a un vrai danger. Il y a une forme d'escroquerie, d'arnaque qui peut se développer autour. Et forcément, moi, ça me dérange parce que tu profites de la naïveté des gens qui, eux, bon,
leur gamin est plutôt doué, mais voilà, ils se disent, bon, bah, est-ce que pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais pas lui donner des cours particuliers? Et ils se disent, bah, tiens, ce mec, il présente bien, il a une belle plaquette sur Internet, voilà, il a quelques références, est-ce que ça vaut pas le coup? Donc, ils peuvent se laisser assez vite embarquer, mine de rien, dans ce mirage, dans cette illusion, quoi. Mais tu sais, dans la continuité, tu en as parlé dans un podcast et j'avais vu ça de mon côté, mais il y a quand même U14 qui a été acheté par le Bayern, je crois 300 000 euros. Est-ce que au Borussia Mönchengladbach, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est pas encore un problème dans le foot, tu vois, toujours dans ce côté dérive? Ouais, ouais, là, pour le coup, on est sur quelque chose d'assez délirant parce que bah, je trouve que c'était un peu malsain entre clubs de se piquer un jeune joueur comme ça. Le gamin, à 13 ans, il a déjà une étiquette, une immense pression. On va pas forcément le laisser beaucoup vivre. Et tu l'as dit, le prix, enfin, tout ça, c'est assez fou. Enfin, là, on est sur une vraie dérive, mais ça date pas d'aujourd'hui, hein. Je crois que Freddy Adu aussi à l'époque, quand il était annoncé, enfin, comme un crack, comme il était au lycée, même au collège, hein, je crois, hein. L'Inter avait essayé de proposer un pré-accord avec le club. On parlait d'un gamin qui avait 12-13 ans. Et tu vois, à l'époque, c'était il y a déjà 15 ans, mais on parlait déjà de sommes entre 200 000, 500 000 dollars. Donc vraiment, on était déjà sur des tarifs assez excessifs. Donc tu vois, ça date pas d'hier. C'est quelque chose d'assez voilà, le marché de jeunes, c'est un truc qui reste dominant chez certains. Et tu vois, bon, on voit aussi, hein, sur les terrains d'Île-de-France, sur l'école Red Bull, sur Leipzig, Salzbourg, tous les bons gamins d'Île-de-France, ils les connaissent, hein, ils passent pas à travers leur radar. Donc ça aussi, c'est un système de scouting assez agressif. Donc faut surveiller ça parce que voilà, faut être vigilant. J'ai envie de dire, hein, je pense que ça peut être une très bonne chose. Je dis pas le contraire pour un jeune joueur français de partir se développer en Allemagne, hein, c'est pas du tout, faut pas le prendre à l'envers. Mais pour le coup, voilà, c'est des sommes, c'est un changement de dimension. Et voilà, tous les gamins ne sont pas prêts à 15-16 ans à passer ce cap de partir en Allemagne, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord sur le côté pression. Malheureusement, je reviens encore à Arsenal, mais il y a l'exemple Odegaard. Odegaard qui, quand il est arrivé, il y avait une pression folle sur lui. Toute l'Europe le voulait. Il va au Real et puis finalement, ça se passe pas si bien que ça. Il a du mal à faire les choses. Et aujourd'hui, qu'il est à Arsenal où il a beaucoup plus de confiance, un coach qui croit en lui et déjà beaucoup plus d'expérience. Même s'ils sont prêts, j'oublie de quelques, je crois, c'est pas dire de bêtises, si c'est La Real Sociedad. C'est la Sociedad même. Donc, à la Real Sociedad, ça s'était très bien passé, mais il est venu finalement à Arsenal, ça se passe très bien. Donc, est-ce que aussi, tu vois, ça montre aussi que quand tu donnes pas forcément de la pression à quelqu'un et que quand tu l'oublies un peu et tu le laisses travailler tout simplement, ben, il montre de quoi il est capable. Finalement, il répond aux attentes qu'on avait mis sur lui à 16 ans. Mais est-ce qu'on n'avait pas mis sur lui trop d'attentes à 16 ans? Ah non, totalement. Je pense qu'Odegaard, ça représentait aussi quelque chose d'assez délirant parce que voilà, son père a mis une clause. Il devait s'entraîner une fois par semaine avec l'équipe A, avec Cristiano Ronaldo, son idole et tout. Enfin, tu vois, ça avait pas de sens parce que le gamin était pas prêt. Et voilà. Par contre, on a vu que quand il y avait un développement plus intelligent, qu'il est parti d'abord aux Pays-Bas, accumuler du temps en pro, ensuite à la Real pour essayer de bien se développer. Il est revenu au Real, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, il est parti à Arsenal. Là, il y a un autre processus qui est enclenché. Je trouve que là pour le coup, ce qui a été lancé avec Odegaard est beaucoup plus sensé qu'au début, quoi. Après, bah, forcément, tu as une pépite. On était aussi dans cette émergence, hein. Il y a eu Neymar peu de temps avant. Le Real aussi reproduit ce schéma avec Rodrigo Vinicius. Vinicius Reiner, pardon. Donc voilà, tu vois, la recherche de la jeune pépite, elle est, euh, j'ai envie de dire, c'est tout le temps. Tous les clubs Mais surveillent les gamins là. Tu Mais vois, j'ai vu, d'ailleurs, tu parles de ça, je suis désolé de te couper. Tu sais, pas de souci. le jeune attaquant brésilien, j'ai vu Bien Canal+. sûr, j'allais enchaîner sur lui, Ouais. Hendrick, qui a brillé à Montaigu. Tu vois, on est sur Oh les là mêmes là. standards. On est vraiment sur les mêmes choses assez délirantes et tout. Que voilà, on a discuté avec Mickaël qui m'accompagnait sur l'épisode Youth League. On avait fait cette petite parenthèse sur Montaigu et Hendrick dans l'aspect phénomène. On est aussi sur ça et tous les gros clubs le suivent. Le Real, le Barça ont coché son nom. Donc voilà, le gamin, je crois qu'il a 15 ans. Quand je te dis que là, on est encore sur des phénomènes de précocité, là, on y est totalement. Ouais, mais est-ce qu'encore il n'y aura pas trop de pression sur le gamin? Alors moi, je regarde le reportage, sincèrement, moi, j'ai pas trouvé ça ni mignon, etc. Le gamin, on montre déjà que sa nourriture, elle est pesée. Alors bon, tant mieux qu'il ait une bonne hygiène de vie, mais bon, on est déjà chez lui, dans son intimité, donc ça veut dire qu'il n'a même pas d'intimité. Les médias sont déjà là autour de lui. Je sais pas, est-ce que tout ça, c'est vraiment sain, quoi?
Ouais, ouais, forcément, cette espèce d'engouement médiatique, de folie, où tu vois, il y a, il y a quand même cette idée que ce sont des gamins, des superstars qui ont déjà énormément de followers, de portée sur les réseaux sociaux. Et pareil, tu vois, on le voit avec Xavi Simons, hein, quand il arrive au PSG, il arrive, je crois qu'il a déjà plus d'1 million de personnes qui le suivent sur Instagram. Enfin, Ouais, c'est ouais. déjà des phénomènes à la fois sur les terrains, mais aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a il y a une proportion qui est assez folle. Donc, évidemment, on doit être alerté, évidemment, on doit être très prudent parce que voilà, il y en a certains, ça peut leur faire péter un câble dans leur tête, ils peuvent pas supporter cette pression. De ce que j'ai compris pour Henrik, il est plutôt bien entouré. Il y a cette idée quand même avant de partir, peut-être marquer l'histoire en Europe. Il y a cette volonté de réussir des choses à Palmeiras, d'être un peu couvé. Donc peut-être que je te dis une énorme bêtise, peut-être que dès demain il signera pour partir au Real, mais je pense qu'il y a quand même cette idée de l'accompagner, que soit pas précipité. Ouais, oui, comme je te l'ai dit, il y a des dangers. Il y a des dangers, ça, je ne peux qu'être d'accord. Et forcément, c'est au club, c'est aux agents, à la famille d'être vigilants sur le sujet. Mais est-ce que c'est pas dangereux non plus, tu sais, de signer directement au Real? Parce que, tu vois, on a parlé tout à l'heure de R9, qui est un phénomène aussi. Faut se rendre compte. Quand Ronaldo arrive, c'est un truc de fou. Alors qu'il est seulement deuxième d'un club de deuxième division, il joue déjà en sélection de jeunes, ce qui n'était jamais arrivé à part Pelé. Donc, voilà, la comparaison était folle déjà. Donc, mais quand on voit que Ronaldo, contrairement à certains, lui, quand il arrive en Europe, il va aux Pays-Bas et pas directement d'un grand club, quoi. Donc, est-ce que les jeunes comme ça ne devraient pas aller dans un club plus, enfin, à moins grande envergure et ensuite monter? Oui, 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 moi je suis d'accord, hein, c'est le schéma idéal. Moi j'ai un autre exemple, c'est Malcolm, parce que je connais bien, il était à Bordeaux, il devait quitter les Girondins pour aller à la Roma, il s'est fait un peu carjacker par le Barça. Barcelone. Bon, Barça, il a pas fait une mauvaise chose, hein, franchement, il a marqué dans un Classico contre le Real, il a marqué contre l'Inter en Ligue des Champions, juste qu'il n'avait pas le temps de jeu, et puis finalement il est parti au Zénith, alors que pour moi, il aurait pu faire vraiment une bien meilleure carrière dans l'Europe occidentale, hein. Franchement, la Roma, je trouve que c'était l'idéal. Et tu vois, ça n'a pas fonctionné. Donc oui, je pense qu'il faut être prudent. Après, c'est toujours un peu compliqué, je pense, pour ces gamins-là. Peut-être qu'ils se disent, bah, si j'ai l'opportunité maintenant d'aller dans ce très grand club, est-ce que peut-être dans 2 3 ans, si j'ai pas une grave blessure, si j'ai un problème qui m'arrive, est-ce que je vais pas pouvoir justement le rejoindre? Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de pas passer à côté de l'opportunité. Pour le coup, je peux pas leur en vouloir. Mais oui, je pense qu'il y a quand même des clubs qui peuvent servir à les accompagner, et faut pas se précipiter. Voilà, ça reste des jeunes joueurs, et il y en a pas mal, hein. Tu vois, par exemple, en France, il y a eu la belle révélation Ekitike du côté de Reims. Voilà, il a eu quelques blessures là sur la seconde partie de saison. Il a pas fait non plus une saison complète. Et tu vois, enfin, on l'annonce déjà ailleurs et tout. Moi, je trouve, enfin, comme c'est vraiment un gamin, moi, je vois pas pourquoi c'est honteux. C'est un danger qui reste une saison de plus à Reims. Il est dans son club formateur, il sera bien accompagné. Et il sera en plus cette année, bah, la star un peu, hein. Ce sera la tête d'affiche. Donc c'est toujours un peu gratifiant, je trouve, quand tu es avec ton club formateur, d'être la tête d'affiche. Donc voilà, tu vois, je pense qu'il faut aussi apprendre aux jeunes joueurs qu'une année à patienter, bah, c'est pas le drame. Non, non, mais je suis d'accord. En plus, l'exemple que tu prends, j'ai vu il y a 3 4 jours, on en parlait sur l'association, une petite rumeur pour qu'il vienne à Arsenal, sauf que Arsenal, c'est quand même bouché. Balogun, il est en prêt, mais ça, c'est la jeune pépite d'Arsenal. Nketiah, on voit sa fin de saison. Lacazette, on ne sait pas s'il va partir, même si, bon, pour l'instant, le départ est quand même plus sûr. Il y a quand même des rumeurs pour avoir Gabriel Jesus ou Darwin Nunez, donc voilà, ou Tomé de Brentford. Donc, voilà quoi. Donc, je pense pas que ça soit un bon choix de venir, en tout cas, à Arsenal actuellement pour les attaquants parce que j'ai juste les jeunes. En tout cas, l'équipe est tellement jeune que la place, elle ne sera pas disponible maintenant, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc, je suis d'accord avec toi que bon, ça serait bien qu'il reste. On voit l'exemple avec Mohamed Ali Chaud qui a commencé la saison très forte et qui, là, fait une saison un peu en demi-teinte. Après, il est jeune, donc je pense qu'il va grandir. Ouais.
T'imagines Ali Chaud, c'est un 2004, enfin, ça a été une comète, enfin, il a démarré très très fort, et c'est normal que ça se tasse. En plus, bah, tu vois, Angers, à partir du moment où il a décroché, son équipe aussi a été rentrée un peu dans le rang. Là, je trouve que sur cette fin de saison, il se relève un petit peu, mais tu vois, moi, je l'ai vu avec l'équipe du France U19, c'est un vrai gros talent, enfin, il y a pas de doute, hein, c'est juste que bah, là, il y a un creux. Je pense que c'est aussi un peu digérer cette nouvelle notoriété. Là, normalement, cet été, il devrait partir, ça lance du côté de l'OM ou en Allemagne, mais sur le talent intrinsèque, il y a pas beaucoup de doute. Tu ne penses pas qu'il devrait rester encore peut-être une saison tranquille? Parce qu'on a vu que même parfois, quand ils attendent, on prend l'exemple de Pépé, voilà, tu vois, qui a resté à Angers, qui a pris son temps pour aller à Lille, qui a allé très bien. Aujourd'hui, Arsenal, il ne fait pas l'affaire. Non, non, franchement, je trouve que ce serait pas déconnant de rester un peu plus. Mais il se dit peut-être qu'aussi, là, tu vois, je peux être dans une équipe européenne façonnée, apprendre aux côtés d'un entraîneur qui va me permettre vraiment de passer un cap. Et ça, je peux l'entendre. Il faut voir un peu ce que le SCO lui propose pour la saison prochaine. Est-ce qu'ils se disent, bah tiens, on va essayer voilà, d'aller chercher un truc un peu plus sympa que le maintien. Mais je pense que quoi qu'il arrive aussi, dans la Ligue 1 d'aujourd'hui, il y a des raisons économiques qui poussent les clubs à vendre malheureusement et garder Ali Chaud une saison de plus. Comme je t'ai dit, s'il se pète, s'il se blesse, bah, sa valeur marchande malheureusement elle va diminuer, même si ça reste un gros talent. Et là ils se disent, bah tiens, c'est peut-être le moment le plus fort où on peut récupérer le maximum. Donc je pense qu'il y a aussi au bout d'un moment de la rentabilité financière qui entre en jeu quand on parle de jeunes talents et d'une volonté de les conserver ou pas. Ouais, non, mais c'est bien que tu en parles parce que de toute manière, Romain Molina a fait une vidéo sur ça. Il y a peu de temps pour parler des dettes des clubs. Je crois que le PSG est premier avec un peu plus de 200 millions de déficit. Bon, après, bon, ça ira pour eux. Je pense pas qu'ils vont couler. Donc, ça ira. Mais c'est vrai que d'autres clubs sont dans une vraie déficit structurel de dingue. Donc, ils sont obligés de vendre. Je crois que l'exemple de Monaco qui était, oui, qui était à l'équilibre, mais c'est parce qu'ils avaient vendu. Donc, c'est toujours compliqué. Rapidement, ton avis, tu sais, sur le fait que pas mal de clubs ont été condamnés d'être ce transfert parce que ben, ils transfèrent des gamins. Ouais, ouais, bah forcément, il y a eu des sanctions, hein. C'est arrivé des bannissements de mercato. Je crois que le dernier en date, c'était Chelsea. Il y a l'OM pour Pape Gueye qui est en danger, pas vraiment pour un transfert de mineur, mais plus pour avoir voilà, pris le joueur sur la direction de Watford et tout. Donc, ça, c'est un autre problème. Mais oui, mais après, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup, tu vois, parce que tout à l'heure, on a discuté de l'exemple du gamin de Gladbach qui est parti au Bayern. Il n'y a pas encore ce changement, ce basculement de mentalité où on se dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse gaffe, faudrait peut-être que vraiment on fasse attention. Alors, je trouve que, par exemple, limiter le nombre de prêts, ça peut être une bonne chose, mais j'ai l'impression qu'on va perdre beaucoup, beaucoup de joueurs en route. Mine de rien, pareil, la LFP veut resserrer les effectifs, donc voilà, je crois que l'équipe a sorti un truc, on aurait de plus en plus de joueurs au chômage. Donc, ouais, devenir footballeur pro, évidemment, ceux qui ont un talent formidable, il n'y aura pas de souci, mais il y aura toute une masse, je pense, de footballeurs qui vont être en danger, qui vont se retrouver de plus en plus ouais, sans club. Et il faudra les accompagner parce que c'est pas évident. Ça peut être un retour sur terre assez brutal pour pas mal d'entre eux. Donc voilà, après, pour revenir à ta question, oui, transfert de mineurs, j'ai pas l'impression tu vois, qu'il y a eu un électrochoc encore. Il y a eu des changements dans les pratiques. J'ai l'impression que c'est pas encore. On n'a pas eu ce basculement-là. Tu as déjà parlé avec pas mal d'éducateurs. Pour toi, c'est quoi un peu leur similitude dans leur méthode? Même s'ils sont tous différents, bien sûr, mais c'est quoi, si tu devais choisir une similitude, laquelle que tu as remarqué avec une redondance dans leur comportement? Je pense qu'ils ont tous cette volonté pas d'avoir un rôle de grand frère, mais vraiment d'être à leur écoute, de comprendre leur évolution, de savoir ce qui se passe hors des terrains, d'avoir vraiment ce ressenti par rapport au, à ce qui peut se passer à l'école, ce qui peut se passer dans leur famille, de vraiment être attentif à tout ça, de bien comprendre justement tout ce qui fait le côté extérieur du jeune joueur pour, voilà, pour essayer de mieux l'encadrer. Après, je pense qu'ils ont tous cette volonté aussi voilà, d'imposer leur vision, de voir tactiquement ce qu'ils peuvent donner, voilà, de tester des choses, d'accompagner un petit peu, de prôner un jeu, je pense, avec du ballon, parce que dans le football de jeunes, c'est quand même très, très rare qu'il y ait des équipes avec un profil défensif, mais c'est aussi donner ce goût-là. Donc, non, je pense que ce sont des personnes qui ont vraiment cette volonté de proposer des idées sur le terrain, de proposer un football enthousiaste, hein. J'ai cité tout à l'heure Alexandre Torres, il me disait, bah, moi, mon kiff, mon plaisir, c'est de se dire que les gens viennent au stade justement pour
pour prendre leur pied, pour être content d'être là. Donc moi je trouve que cette posture elle est très intéressante. Un peu comme El Cholo qui nous fait rêver en Ligue des Champions Totalement. avec un jeu hyper léché. Non, je rigole. Mais même si j'aime beaucoup Simeone, mais bon, je trouve que ces derniers temps, c'est un peu dommage avec les joueurs qu'il a en plus, des joueurs au Félix. On n'a même pas parlé de cet exemple-là, mais lui aussi, c'est un exemple fou d'un jeune qui a énormément de pression sur lui pour remplacer Griezmann. Et on le considère comme un flop alors qu'on oublie qu'il a 21 ans, le gamin, quoi. Donc, bon, ça, après, c'est malheureux. Euh, Tu as abordé aussi le scandale des faux agents en Afrique. Il n'y en a pas qu'en Afrique, mais il y en a. Et c'est parce qu'il y avait les deux auteurs avec toi qui ont écrit le livre sur ça. Est-ce que tu penses que l'affaire et le livre a été énormément médiatisé? Non, il n'a pas eu une portée assez, assez évidente. C'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses qui sortent et franchement, c'est là où on profite. Je t'ai parlé tout à l'heure de la naïveté de certains parents. En France, avec leur stage, enfin leur cours rémunérés avec des profs particuliers. Et en Afrique, c'est vrai que tu peux encore plus profiter des parents parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, ils ne savent pas trop ce qui se passe et ils se disent, bah, tiens, si mon gamin veut passer footballeur pro, bah, c'est une très belle aubaine pour tout le monde. Et forcément, il y en a beaucoup qui profitent. Il y a du trafic d'êtres humains. Je crois que récemment, enfin, il y a eu l'histoire d'un jeune qui venait d'Afrique, qui a été perdu en Italie. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, t'imagines, pareil, des choses très, très graves. Et là, pour le coup, ouais, il y a peut-être un manque d'accompagnement sur cette sortie-là. Et voilà, enfin, on sait ce qui se passe des fois en Libye avec ces passeurs qui sont en fait quasiment des marchands d'esclaves. Donc là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est des endroits, des secteurs où la FIFA ou les personnes qui sont chargées de réguler ça n'ont pas trop envie de mettre les pieds. Et justement, il faudrait, parce que, comme je t'ai dit, on en arrive à perdre des gamins, à pas savoir ce qu'ils deviennent. Et ça, pour le coup, ouais, c'est extrêmement grave. Ouais, mais bon, enfin, moi, ça m'étonne toujours de voir tu vois, ce genre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les journalistes ne font pas le travail. En tout cas, pas tous, tu vois. Il y a certains, OK, mais là, exemple, ils ont écrit le livre, ils ont sourcé. On voit, j'ai pris l'exemple de Romain Mouina tout à l'heure, qui a déjà fait tomber des réseaux de pédophilie ou de matchs truqués dans le monde. Pourtant, c'est pas médiatisé de fou en France. Donc, je sais pas. Je trouve que c'est un vrai petit souci, quoi. Non, t'as raison de souligner, hein. Ça n'a pas la portée que ça mérite. Et voilà, nous, on doit être juste là voilà, pour accompagner, pour partager, pour diffuser, voilà, faire confiance à ces lanceurs d'alerte qui, comme tu le dis, n'ont pas peut-être des fois cet écho. Et pourtant, bah, ça sert à arrêter des systèmes mafieux, des systèmes pédophiles, enfin, des choses où on se doit d'intervenir, on doit arrêter et mettre ça en place. Et comme je te dis, quand ceux qui sont en charge de ça, la FIFA et tout, osent pas trop mettre les mains dans le cambouis, bah ouais, c'est vrai que heureusement qu'il existe ces lanceurs d'alerte. Ouais, non, mais totalement. On va revenir à un sujet beaucoup plus light. Euh, la data a énormément de place actuellement dans les clubs. Exemple Brentford. Et est-ce que ça sera bientôt la norme pour toi? Je pense que c'est déjà dans pas mal de clubs professionnels, c'est déjà quelque chose qui est présent. Je pense qu'on est sur un peu la fin de l'ancienne école qui faisait pas trop gaffe aux chiffres. Il y a encore quelques relents. Moi, je me souviens d'avoir assisté à une conférence où il y avait, euh, il y avait quelqu'un d'Opta à ma droite, qui est donc la société chargée de répertorier les stats. En France et dans le reste du monde, et Christian Gourcuff, entraîneur de plus de 60 ans. Et là, j'ai vraiment la confrontation d'une vraie vision où en fait Christian Gourcuff était assez hermétique aux chiffres, quoi. C'est quelque chose qui n'intéressait pas. Lui, c'était vraiment, tu vois, l'ancienne école, c'était le terrain, c'était son ressenti. C'est quelqu'un qui a toujours eu des convictions avec son 4-4-2, avec son jeu. Et tu vois, l'apport des stats, enfin, c'est tellement minime pour lui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette génération d'entraîneurs-là, elle est en train petit à petit de s'en aller pour laisser place, ouais, à des coachs qui de plus en plus font confiance à la data, font confiance à leur staff, à leurs analystes vidéo pour accompagner justement ces stats. Voilà, prendre la stat comme ça et la balancer, ça sert un petit peu à rien, mais il faut la contextualiser, il faut la décrire, il faut l'expliquer aux joueurs, faut voir quel impact ça peut avoir tactiquement. Et oui, oui, même dans les centres de formation, c'est quelque chose de plus en plus qui arrive. Je pense que le bon exemple, c'est par exemple Toulouse, qui laisse place un peu à de l'autocritique, c'est-à-dire que le directeur du centre de formation, Julien Lacour, m'expliquait que il avait une feuille en fait après chaque match qu'il donnait à ses joueurs, et en fait il devait dire bah, ce qu'ils ont bien fait, moins bien fait, et finalement il disait que cet exercice était pas mal parce que le joueur il se rendait compte de comment est-ce que lui-même peut progresser sur le terrain. Évidemment, il y a des éducateurs, il y a des adjoints qui vont être là pour le guider, mais je trouve que
ça, c'est un bon truc. C'est plutôt de dire, bah tiens, selon tes stats, t'as mal fait sur le terrain. Bah, le jeune, tu vois, enfin, ça va peut-être être un peu abstrait pour lui. Là, pour le coup, c'est concret et c'est lui-même qui se juge, quoi. Ouais, non, mais ouais. Tu sais, rien à voir, mais bon, je suis guadeloupéen, donc j'ai envie de te poser la question quand même. Il y a pas mal de bons footballeurs guadeloupéens quand même. Thierry Henry, Angloma, Thuram, Kinsey Coman, Tony Martial, Levin Kurzawa, enfin, moins aujourd'hui, mais il a été bon un jour. Voilà, tout ce genre de joueurs. Mais tu sais, comment ça se fait qu'il y a alors, bien sûr, il n'y a eu que Thomas Lemar et Marcus Coco. Dernièrement, je parle, qui sont sortis de la Guadeloupe et qui ont percé. Parce qu'exemple, la Casette, c'est un Guadeloupéen, mais il n'est pas né en Guadeloupe, il n'a pas vécu en Guadeloupe, tu Mm. vois. Donc, mais pourquoi, malgré le fait qu'il y ait un Thomas Lemar ou un Marcus Coco, pourquoi il y a si peu de passerelles entre les îles, au-delà même de la Guadeloupe, des autres îles, et la France, et les clubs français? Non, ça c'est très intéressant comme question et c'est quelque chose, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra l'améliorer, le régler, mais je pense que ça tient beaucoup à l'aspect familial. C'est que quand un jeune joueur guadeloupéen, réunionnais, martiniquais, il part pour faire sa formation, bah, mine de rien, il est déraciné, quoi. Il part loin de sa famille, la température, l'alimentation, enfin, il change de vie totalement du jour au lendemain, d'univers. Et là, on est sur vraiment des questions de côté pratique. Et là, pour le coup, il y en a énormément qui ont du spleen, qui ont des problèmes. Je me souviens de Dimitri Payet, hein, quand il arrive, les premiers pas sont difficiles, il fait deux, trois bêtises. Il doit repartir pour se refaire une santé. Mais tu vois, le parcours du jeune réunionnais, il n'était pas du tout linéaire. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose je pense qu'il faut avoir une vraie réaction là-dessus sur comment les accompagner, parce que tu l'as dit, enfin, tu m'as listé la liste de joueurs qui viennent de Guadeloupe, elle est assez formidable, et on peut faire pareil pour d'autres îles, mais c'est là où tu peux te dire qu'il y a du gros potentiel où tu peux capitaliser là-dessus, et forcément, là, dans cette idée-là, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec ouais, l'aspect familial, vraiment. J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est quand même difficile. Tu as dit, hein, il y en a qui réussissent très bien, mais je pense que pour beaucoup, c'est quand même une étape qui est compliquée, qui est dure à assimiler, quoi. Non, mais c'est totalement ça parce que tu sais, je me posais la question parce que je regardais des sportifs de haut niveau guadeloupéens qui ont percé haut, mais à part Thomas Lemar et, comme j'ai dit, Marcus Coco, on parle au haut niveau, bien sûr, il y en a d'autres, mais je parle au haut niveau, mais la plupart, ils viennent tous de France. Toi, même Rudy Gobert, qui est moitié guadeloupéen, il n'a pas grandi en Guadeloupe. Même si c'est des gens qu'on voit, hein, ils viennent régulièrement au pays. Etienne Capou, Capou, pareil, on voit qu'est-ce qu'il fait, c'est pareil. Donc, tout ce genre de joueurs qui, oui, ils sont bons, mais c'est des Guadeloupéens, ok, ils viennent au pays, mais bon, ils ont pas été formés par nous. Thierry Henry, c'est mon joueur préféré, mais n'a pas, et de la Désirade, donc de la Guadeloupe. Pareil, Thierry Henry, il ne vient pas, enfin, il vient pas de la formation guadeloupéenne. C'est pour ça qu'exemple, Thuram, tu vois, Thuram à ce côté, enfant du pays, tu vois, la grande gloire parce que ben, il a été formé ici, là, il est parti. Donc voilà, mais comme tu dis, c'est sûrement aussi peut-être l'acclimatation, tellement de choses. Donc voilà, mais je trouve ça un peu dommage que les clubs français n'envoient pas énormément de recruteurs ici, quoi, sachant que. Non, mais t'as raison, il devrait y avoir plus de passerelles et tout. Enfin, c'est un potentiel qui est assez fou et c'est frustrant. C'est frustrant, ouais. Et en plus, enfin, tu vois de plus en plus en Coupe de France, mine de rien, voilà, on a eu les jumeaux de Mayotte qui sont venus affronter les Girondins, on a eu des clubs de La Réunion qui sont venus. De plus en plus, enfin, les clubs vraiment des îles parviennent à aller loin en Coupe de France. Donc c'est aussi signe, tu vois, qu'il y a des progrès sur place. Maintenant, bah, forcément, ça l'a Fédé, c'est aux instances d'accompagner ça, de bien structurer ça, quoi. Totalement. Plus personnellement, là, c'est vraiment à toi que je parle, même si depuis tout à l'heure, c'est ton avis. Tu es supporter de Bordeaux, si je ne me trompe pas. La, C'est la- bien ça. la situation actuellement, elle est catastrophique. Euh, Comment tu vois l'avenir de ton club de cœur? Ouais, la situation catastrophique, je trouve que même le mot est léger, quoi. C'est vraiment la Ouais. pire période des Girondins depuis 30 ans. Et là, bah, on est un peu accablé par la situation où on se demande un petit peu où est-ce qu'on va parce que on nous a vendu un système avec Gérard Lopez, voilà, un truc où le club pourrait retrouver des résultats et on a très vite vu que ça prenait pas entre les entraîneurs, les nouveaux joueurs, la direction sportive, l'ambiance avec les supporters.
Moi, je pense que repartir en Ligue 2, c'est pas une nouvelle chose parce que dans l'état actuel, enfin, l'équipe, elle doit descendre, enfin, elle fait plus rien, elle subit tellement, enfin, là, ça tourne un peu au ridicule, tu vois, chaque week-end prendre 4-5 buts, enfin, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Je pense que si on reste comme ça avec la même direction, ça va être compliqué. Je pense qu'il faut vraiment repartir de zéro, vraiment, en impliquant les jeunes de la formation, quelqu'un comme Sekoumara, même il arrive en post-formation, mais le petit Issouf Sissoko est pas mal, hein, faut compter sur lui pour l'avenir et vraiment restructurer ça. Je pense aussi que je suis pas toujours pour, tu vois, faire appel aux anciens du club parce que c'est des anciens, parce que voilà, ils peuvent profiter de ça. Mais je pense que pour l'identité des Girondins, pour retrouver ça, tu vois, un Lizarazu, un Dugarry qui s'implique, ça, je trouve que ça pourrait être positif, vraiment. Je sais pas dans quel rôle, mais vraiment qui puisse donner de la voix, faire comprendre aux joueurs qui sont là que les Girondins ça compte, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un système, tu vois, d'achat-revente, de trading à marche forcée. Et mine de rien, bah, les joueurs, ils sont que de passage, tu vois, ils restent 1 an, 18 mois, 2 ans. Enfin, ils s'attachent pas au club, ils s'en foutent du club. Et là, moi, je suis pour retrouver un petit peu cet état d'esprit. Tu vois, Strasbourg, quand ils sont redescendus, bah, c'est vraiment un cercle de passionnés qui a repris le truc. Là, maintenant, tu vois, les joueurs, je pense qu'ils kiffent à Strasbourg. Tu vois, ils sont contents d'être là. Ils sont heureux d'évoluer dans cet environnement-là. Aujourd'hui, à Bordeaux, tu vois, le club, voilà, ils s'en foutent, comme je t'ai dit. Et je pense qu'il faut réussir à retrouver aussi cette espèce d'état d'esprit d'ADN où les mecs, ils sont contents d'être aux Girondins de Bordeaux et c'est pas juste un club de passage, un tremplin pour eux. Sincèrement, pour moi, tu as tout dit. Moi, j'ai la trentaine, donc tu sais, j'ai la chance, contrairement à d'autres supporters d'Arsenal, d'avoir vu Arsenal gagner un titre invincible et d'être fort, tu vois, parce que j'ai connu la génération Henry, Bergkamp, Vieira, etc. Mais après, on a eu quand même une longue descente aux enfers. Bon, après, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a eu le stade, il y a les investisseurs les cranky qui sont de très mauvais propriétaires qui ne veulent pas investir, qui sont radins, etc. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais, mais au moins, ce qui est bien, comme le bon choix qu'ils ont fait, c'est Arteta. Et Arteta, ce qu'il a voulu vraiment instaurer, c'est le côté, déjà, un truc simple. Dans les couloirs, ils ont mis des phrases de joueurs, de légendes, des choses comme ça. Et qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pubs avec Adidas, Ian White ou d'autres sont hyper inclus dans la vie du club. Et on le voit aujourd'hui, David Seaman, il rencontre et Ramsdale énormément. Pourtant, Ramsdale, c'est pas un enfant du club, mais il est jeune. Mais comme tu dis, on inclut ce côté où on met les légendes à leur place. Donc, et je vois aujourd'hui les supporters, on a beaucoup plus d'amour aujourd'hui pour Arsenal, parce que je vais être sincère avec toi, même moi, à un moment, je suis resté, je crois, 2 ans sans regarder les matchs, parce que même quand Arsenal avait des résultats, c'était bien, mais il n'y avait plus vraiment de joueurs du cru. Tu vois, moi, Wilshere était déjà parti, Ramsey aussi, était parti à la Juve, donc c'était moins intéressant. Mais aujourd'hui, quand tu vois un Smith Rowe, un Saka, tout ce genre de petits jeunes qui viennent du centre de formation, ça te donne envie plus d'aimer le club, quoi. Donc, je comprends que, en tout cas, ce que tu proposes, pour moi, ça fait partie des solutions. Euh, c'est qui ta pépite préférée? Oh, ma pépite préférée, il y en a un paquet, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs Mais si tu dois que, choisir qu'une seule. que j'apprécie bien. Bah, je vais te faire plaisir, mais c'est vrai que Emile Smith-Rowe, Arsenal, j'aime bien ce style de joueur, quoi. C'est le joueur capable, qui a bien compris, qui a bien assimilé ce rôle de numéro 10 à l'ancienne, mais qui sait aussi être performant sur un côté, qui est malin, qui est intelligent, qui a su s'imposer dans son club formateur. Et Dieu sait qu'à Arsenal, pour les jeunes post-Wenger, ça a été compliqué des fois, qui a bien su la trajectoire de Saka. On lui met haute garde, entre guillemets, en concurrence, mais bon, on a vu que les deux peuvent cohabiter. Et lui, il a su répondre présent. Donc non, j'aime beaucoup Emile Smith-Rowe dans son état d'esprit, dans sa manière d'évoluer sur un terrain. Ouais, non, mais je comprends totalement. J'adore ce petit jeune. J'adore son état d'esprit. En plus, tu vois, qu'on parlait de manière de former, pour moi, il a été formé de la bonne manière. Il a été prêté. Ensuite, il est revenu. On lui a donné son temps. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc, au lieu de donner de la pression à des jeunes. D'ailleurs, c'est là où peut-être Arsenal s'est loupé, tu sais, avec Gnabry. Moi, et tu vois, tu avais dit ça dans un podcast et j'avais trouvé ça super pertinent. La dureté des supporters de Bordeaux, et tu l'as redit tout à l'heure avec Chouameni, c'est la même dureté que j'ai vue avec des supporters d'Arsenal. Quand Gnabry il est parti, ouais, on s'en fout, c'est pas grave. Aujourd'hui, là, il lui reste un an de contrat. Beaucoup te disent, ah, on a envie qu'il revienne. Mais les gars, il était déjà bon quand il était jeune. Mais sauf qu'il fallait lui laisser le temps et je sais pas, les supporters, ils ont du mal à laisser le temps. Donc, je trouve ça un peu dommage. Est-ce que tu suis le football professionnel on parle les grands, quoi, les adultes?
Ouais, bien sûr, bah, je t'ai dit, moi, je suis un fervent suiveur de Ligue 1 et je consomme pas mal de matchs de Première Ligue. J'aime bien aussi la Serie A. J'essaie de regarder aussi la Liga et la Bundesliga de temps en temps, et puis les compétitions européennes, les compétitions internationales. Donc, voilà, j'ai des semaines toujours denses. Ah, ben, j'imagine, parce que ouais, il y a tellement de matchs à regarder. Donc, dans ton podcast a cartonné dès le début. Est-ce que tu t'attendais à autant de succès? Bah écoute, moi je m'étais dit, c'était quand même un petit pari, c'était surtout un kiff hein, de faire ça, c'était aussi pour voir ce que ça pouvait donner. Je me disais, bon, si j'avais 100 auditeurs par émission, c'était bien. Bon, vite et rapidement, ça a fait 10 fois plus. Donc c'est vrai qu'il y a eu un public, et ça c'est plutôt positif. J'ai un public un peu un fidèle d'abonnés, un cercle qui reste sur chaque épisode. Donc je pense quand les gens t'accompagnent comme ça de manière régulière, c'est plutôt encourageant. Voilà, après le succès, je pense que je peux encore. Voilà, l'objectif, c'est d'être plus sur le terrain. C'est pour ça que je vais faire bientôt le tournoi de Toulon, qui est un tournoi référent chez les jeunes à la fin du mois. Enfin, tournoi Maurice Revello, c'est son nom actuel. Donc ça va être une bonne expérience. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'objectif peut-être de développer ça aussi sur YouTube. C'est un peu de diversifier l'offre. Et je pense aussi que bientôt il y aura des émissions sur Twitch. Comme ça, l'objectif aussi, c'est que je sois pas le seul à poser des questions et que si les gens ont vraiment envie de savoir des choses sur tel jeune, sur tel éducateur, sur tel moyen de former, eh bien, on se retrouvera ensemble sur Internet pour échanger et discuter. Non, ben, j'ai hâte en tout cas. Rapidement, on attaque les dernières questions. Tu écris, tu l'as dit, tu écris des papiers pour d'autres médias. Est-ce que c'est important pour toi quand même de garder ce côté à l'écrit, même si les podcasts fonctionnent, quoi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que, J'aime exemple, beaucoup tu as un écrire. billet d'humeur que j'aime lire et Le t'en tacle du avais lundi, un. ouais. Voilà. Ouais, on peut un peu se lâcher, on peut être un peu différent. Ce qui est bien, c'est que bah là, c'est une version un peu plus éditorialisée du sport. C'est vraiment, on peut se mettre un petit peu en juge de paix. Et bon, pour le coup, il y a aussi un peu de mauvaise foi. Faut pas le prendre au pied de la lettre. Et ça, c'est un exercice qui est intéressant. Mais oui, moi, j'aime bien écrire. J'ai toujours bien aimé écrire déjà au lycée. Et, moi, j'ai commencé vraiment dans le monde du journalisme en étant à l'écrit hein, sur Internet. Donc, très vite, c'est quelque chose, je me suis rendu compte qui était important de garder un style, d'avoir des références, de mettre des chiffres, mais pas trop. Tu vois, c'est toujours un équilibre à respecter, un papier. Hein. C'est pas mettre trop de choses en même temps pour un peu essouffler le lecteur. Hein. C'est vraiment quelque chose qui doit être lisible, qui doit être agréable. Donc, j'attache aussi de l'importance à ça. Ok. Tu travailles, tu l'as dit, en collaboration avec l'équipe sur des podcasts. Je crois que c'est quoi, Big Five? Ça doit être ça, non? C'est exactement ça, ouais. C'est Big ça, Five, il y a Big aussi Five. Step Back pour le basket, il y a Crunch Ok. pour le rugby, il y en a pas mal. Ok. Moi ça m'arrive de temps en temps d'écouter Big Five. D'ailleurs, c'est là aussi où on voit quand même que j'aime bien les podcasts parce que moi, exemple, j'aime pas l'équipe du soir. Moi, je trouve ça, je vais être sincère avec toi, je trouve ça très bateau. Et après, et c'est là aussi où tu vois que, exemple, la dernière fois, j'écoutais le dernier podcast sur Ancelotti, je trouvais Deva Padou beaucoup plus pertinent parce que ben, peut-être toi, sur le podcast, tu as plus le temps de développer ton idée, de dire ce que tu as à dire, alors que la télé, c'est un sujet qui s'enchaîne comme ça à chaque fois et tu as, juste chaque fois 30 secondes pour dire ce que tu penses. Donc, donc voilà. Mais qu'est-ce que toi, ça t'apporte de travailler avec le plus grand média français sportif, quoi? Non, mais c'est une manière de bien définir les sujets, de bien les idéaliser, de aussi, enfin, c'est un travail entre la réalisation et le montage, c'est aussi vraiment dans le pur aspect technique, c'est vraiment comment bien prendre le son, comment bien respecter les niveaux entre les différents intervenants, c'est avoir un montage fluide. Donc là, c'est vraiment un nouvel apprentissage, une nouvelle école. Et puis même au-delà de ça, c'est un plaisir parce que tu échanges avec la fine fleur du journalisme français sportif, avec des vrais passionnés, avec des gens qui ont des anecdotes formidables. Donc pour le coup, c'est vrai que quand je vais à l'équipe, c'est toujours un plaisir de pouvoir apprendre plein de choses. Ok. Euh, Petite question comme ça, hein, et j'espère que oui. Je pense que es-tu un joueur de FM? Ah oui, bien sûr, grosse passion pour Football Manager. Bien sûr, ça c'est un mec. En fait, moi j'étais un gros fan à l'époque des modes carrière de FIFA. J'en faisais pas mal, une chaque année, même deux, trois. Enfin, je kiffais. Et je discutais avec un mec à la fac qui m'a dit, ouais, si t'aimes bien ça, attends, il y a un truc qui est tellement plus complet, tellement plus abouti. Et là, c'est vrai que j'ai découvert Football Manager. Et là, c'est vrai qu'en termes d'univers, d'interaction, de possibilités, là, on était sur un tout autre jeu. Et c'est vrai que là, j'ai attrapé le virus à ce moment-là. Et chaque année, je fais une petite carrière. Je vois qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'heures de jeu que moi. Moi, je n'aurais pas le temps vraiment de lancer comme ça parce que c'est tellement chronophage. Mais je prends beaucoup de plaisir à chaque
chaque fois sur FM à découvrir des clubs, à faire des possibilités tactiques et tout. Non, franchement, c'est un super jeu. Non, mais je pense qu'aussi le kiff, tu vois, c'est exemple, tu en as parlé d'un podcast de Louvre-Magère. Tous ceux qui ont joué à FM le connaissent, tu vois. Et quand tu le vois éclater, tu te dis, ah ouais, mais je le connais depuis tellement longtemps. Donc là, actuellement, je prends l'exemple Sesko qui joue en Autriche. Bon, ben, moi, je l'aime beaucoup sur FM. Bon, ben, j'attends que si demain il pète, je pourrais dire, bon, ben, je le connais depuis, depuis un moment, quoi. Donc voilà. Un dernier mot? Bah écoute, dernier mot, un grand merci de m'avoir invité. J'ai passé une heure, plus d'une heure avec toi. J'ai pas vu le temps défiler, donc quand c'est toujours bon signe. Ça veut dire que vraiment, j'ai pas été pris par tes questions, j'ai pas été essoufflé. Vraiment un gros plaisir. C'était top de pouvoir échanger avec toi sur le podcast, sur le parcours du journalisme, sur la vision du foot. Franchement, c'était un très bon moment passé avec toi. Non, ben merci. Et puis, ben, merci à toi d'avoir accepté. Bon, je te le dis en privé, mais je te le dis quand même mon public. Mon podcast préféré, j'adore écouter. Tous les lundis, je l'attends. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai envoyé un petit message sur Twitter Oui, pour j'ai vu. dire Et je t'ai répondu d'ailleurs, il ça te sort tombait quand? bien Bien parce que sûr, bien sûr. je voulais faire l'annonce et puis j'ai vu ton message, je me suis dit, tiens, comme je sais que tu es un auditeur fidèle, je vais te répondre en premier et tout. Mais oui, des fois, tu vois, enfin, il y a certains invités et tout, comme c'est un podcast chaque semaine, tu vois, c'est Ouais, pas toujours totalement. évident de faire coïncider tous les invités, le temps, le montage aussi. Là, pour le coup, c'est vrai que j'avais prévenu, enfin, j'essaie de le prévenir à l'avance quand j'ai Oui, un gros totalement, souci, totalement, un totalement. imprévu. Mais quoi qu'il arrive, au moins, tu vois, c'est bien, c'est que tu te fixes une régularité. Lundi, 6 heures du mat, en France métropolitaine, l'épisode doit être en ligne, quoi. Ouais, non, mais totalement. Moi, demain, tous les lundis, je l'écoute avant d'aller au travail. C'est vraiment un vrai plaisir. Donc, voilà. Merci à toi encore. Et Bah, puis, merci beaucoup, c'était ben, vraiment top de venir avec toi. je te souhaite que du succès et que ton podcast puisse continuer. Bah, merci, c'est super sympa. Et puis, bonne chance à ton podcast. C'est de la bonne humeur, c'est de la bienveillance. Non, vraiment, j'ai passé un très bon moment avec toi. Merci.